Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui au niveau de la station terrestre de télédétection l'opération du lancement du satellite Alsat 3 depuis la base de lancement de Jiuquan au nord-ouest de la République populaire de Chine. La diplomatie algérienne a joué au cours de l'année 2025, sous la conduite du président de la République, un rôle de premier plan au sein de l'Union africaine, ayant pu consolider sa présence diplomatique sur la base de principes historiques profondément enracinés et d'une approche constructive et clairvoyante visant à défendre les intérêts du continent africain. Et à l'étranger, au Maroc, les citoyens font face à une misère sociale sans précédent, conséquence du désintérêt et du mépris des autorités envers leurs revendications légitimes. Les réponses se limitent à des ajustements de façade. Toute évolution réelle reste compromise. Et à la fin de ce journal, nous vous ferons visiter la Kasbah de Béjaïa, récemment rouverte au public après une longue restauration. Classé patrimoine national, le site abrite plusieurs bâtiments d'époque berbère et espagnole. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la consolidation et du développement des capacités nationales dans le domaine de la surveillance satellitaire et en concrétisation du partenariat entre l'Agence spatiale algérienne et la Société chinoise des sciences et des technologies aérospatiales, le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui à 5 heures locales au niveau de la station terrestre de télédétection l'opération du lancement du satellite Alsat 3 depuis la base de lancement de Jiuquan au nord-ouest de la République populaire de Chine. Raouf Hamouche. Après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major, commandant de la première région militaire, en présence de chefs de département et de directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, aux côtés de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, du directeur général de la SAL et de l'attaché de défense de l'ambassade de Chine à Alger, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi les exposés, les explications qui lui ont été présentées à cette occasion. L'opération de lancement du satellite Alsat 3A qui s'est déroulée à 5h01 heure algérienne, 12h01 heure chinoise, a été couronnée de succès et permettra à notre pays de disposer de données supplémentaires à travers des capacités satellitaires à très haute résolution dédiées à l'observation et de consolider notre dispositif dans le domaine du renseignement géospatial et des informations géospatiales à valeur ajoutée, à l'instar de la cartographie et des modèles numériques de terrain. Il convient de signaler que notre pays avait procédé en 2002 au lancement du premier satellite dédié à l'observation de la Terre, Alsat 1, avant le lancement en 2010 et 2016 des satellites Alsat 2A et Alsat 2B.
Le lancement de ce nouveau satellite auquel ont contribué des experts algériens représente un nouvel acquis venant renforcer les capacités géospatiales de notre pays dans ce domaine et confirme les efforts consentis par l'État algérien dans la perspective de maîtriser les technologies spatiales. À l'issue, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a signé le livre d'or de la station terrestre de télédétection. La diplomatie algérienne a joué au cours de l'année 2025 sous la conduite du président de la République et conformément à ses orientations, un rôle de premier plan au sein de l'Union africaine ayant pu consolider sa présence diplomatique sur la base de principes historiques profondément enracinés et d'une approche constructive et clairvoyante visant en premier lieu à défendre les intérêts du continent africain, à renforcer sa souveraineté et à affirmer sa place sur la scène internationale. Badia Amarni. 2025 a été une année charnière pour la diplomatie algérienne sous le commandement du président de la République Abdelmadjid Tebboune, puisqu'elle a renforcé sa présence notamment au niveau de l'Union africaine. Grâce à des décisions souveraines et une vision stratégique, l'Algérie a réussi à décrocher des postes importants en reconnaissance à ses principes historiques ancrés et à sa position de défense des intérêts du continent africain et de ses peuples. Ainsi, l'Algérie a décroché le poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine et de vice-présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle a été également élue pour la présidence du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais bel et bien celui du travail sans relâche pour la préservation des intérêts de l'Afrique, ce qui confirme sa place de pionnière sur le continent dans la promotion des droits de l'homme en Afrique et dans le monde. Eu égard à ses positions et à la défense des causes justes en Afrique, la diplomatie algérienne a été fortement saluée par les pays africains, ce qui lui a valu un siège au Conseil de sécurité africain pour un mandat de 3 ans. Des initiatives ont été prises par l'Algérie pour trouver des solutions africaines aux crises et aux conflits au niveau du continent, suivant un agenda bien étudié. Dans le cadre de ses activités diplomatiques, l'Algérie a abrité en 2025 la 4e édition de la foire du commerce intra-africain IATF qui a connu une grande réussite. Elle a également accueilli la conférence sur la paix en Afrique et le Congrès international sur les crimes de la colonisation qui a été sanctionné par la déclaration d'Alger. Le Conseil de la Nation entame l'examen du projet de loi relatif à la circulation. Le projet en question vise à renforcer la sécurité routière et à organiser le trafic. Lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, et en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, ainsi que le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, ce dernier a présenté le projet de loi devant les membres du Conseil de la Nation. S'en suivra un débat au niveau des sénateurs. Le décret présidentiel fixant le salaire national minimum garanti SNMG a été publié dans le premier numéro du journal officiel de l'année 2026. Il stipule que le SNMG correspondant à une durée légale hebdomadaire de travail de 40 heures est fixé à 24 000 dinars. Le décret prend effet à compter du 1er janvier 2026. Dans l'actualité également, le ministère des Affaires étrangères a procédé au lancement d'un nouveau service destiné aux citoyens nés à l'étranger et présents dans le pays pour inclure les demandes d'enregistrement et de correction des documents d'état civil. À Oran, le salon des produits algériens destinés à l'exportation a été marqué par une influence remarquable des visiteurs, dont des professionnels et des opérateurs économiques, constituant ainsi un espace privilégié pour mettre en avant les capacités nationales d'exportation ainsi que la qualité et la diversité des produits algériens. L'occasion également pour les participants d'explorer les opportunités de partenariat et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'accès au marché extérieur. Yasmine Amri. Des entreprises publiques et privées exposent leurs produits, de l'industrie agroalimentaire aux matériaux de construction, en passant par le textile, les produits pharmaceutiques ou encore la sidérurgie. L'objectif est clair, offrir une plateforme unique aux opérateurs pour valoriser la qualité et la diversité du produit algérien et favoriser la création de partenariats économiques avec des acteurs étrangers.
Cette foire regroupe actuellement 200 participants. 200 participants exportateurs, c'est très important ça. Et ça sera une occasion pour eux de faire connaître le produit pour les consommateurs algériens. Parmi les objectifs de cette foire, c'est de tisser des coopérations, bien des partenariats entre entreprises algériennes et partenaires étrangers. Donc, en quelque sorte, c'est une sorte de propagande pour consommer algérien et aussi de faire valoriser ces produits qui sont exportés vers plusieurs marchés, à savoir les marchés connus par des normes et des exigences très élevées. On peut citer par exemple les États-Unis, les marchés européens ou bien les marchés asiatiques et même les marchés des pays africains. Notre ambition, c'est effectivement de rencontrer les différents opérateurs économiques pour accélérer notre présence sur le marché algérien et notamment identifier des opportunités d'export vers des pays d'Europe ou des pays d'Afrique. Nous avons fait tous les tests nécessaires pour la qualité supérieure. Voilà, c'est pour garantir que nous avons la même qualité européenne pour nos produits. Et la chose qui a été confirmée par les opérations d'export. Avec cette initiative, le gouvernement algérien veut répondre à une priorité stratégique, diversifier les exportations loin des hydrocarbures en encourageant des filières qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel, comme l'industrie manufacturière ou l'agroalimentaire. On a été homologué par le ministère des Travaux publics à travers le CTTP qui nous a certifié plusieurs produits qu'on fabrique. On a reçu des consultations de pays africains et on envisage le travail avec eux. Je tiens à remercier l'État algérien et Monsieur le Président. Grâce à leurs efforts, nous avons pu investir et atteindre le marché de l'exportation. On est exportateur, mais de manière indirecte pour l'instant. On exporte nos produits à travers nos clients qui sont exportés pour l'Afrique. Et notre prochain objectif, Inch'Allah, c'est d'exporter directement à travers nos propres représentants et nos propres produits. Nous avons des exportateurs qui exportent actuellement vers 15 pays. Nous avons d'autres produits qui sont exportés vers plus de 25 destinations. Pour nous, c'est une fierté. Et aussi, ça nous donne encore le courage de travailler encore beaucoup plus fort et beaucoup plus dur pour atteindre les objectifs tracés par les hautes autorités. Snepal 2026 n'est pas seulement un salon, c'est le signal fort que l'Algérie veut faire du Made in Algeria une marque qui se reconnaît dans le monde entier, tout en construisant des ponts économiques au-delà des frontières. La 6e édition du Salon régional des agrumes se poursuit à Blida pour son 2e et dernier jour, avec la participation de 70 exposants entre producteurs et professionnels de la filière venus de plusieurs wilayas du pays. Des échanges axés principalement sur le contrôle de la production et le développement des exportations, comme nous l'explique Walid Benouis dans ce reportage. Les agrumes à l'honneur à Blida lors d'un salon régional organisé sous le slogan « La numérisation, contrôler les normes de production des agrumes et renforcer les exportations ». Producteurs, experts, professionnels de la filière agrumicole et exportateurs représentant 7 wilayas se sont donné rendez-vous pour mettre en avant cette filière emblématique de la région et partager leur savoir-faire. Un événement économique qui vise à valoriser la production locale d'agrumes et à sensibiliser les agriculteurs aux techniques d'irrigation intelligente. Il est également question de renforcer l'accompagnement des acteurs du domaine agricole grâce à l'intégration de la numérisation dans la définition des normes de production, l'amélioration de la qualité et le renforcement de la compétitivité du produit national conformément aux exigences des marchés nationaux et internationaux. Entre stands colorés, échanges techniques et innovations agricoles, l'événement met en lumière toute la richesse d'une production qui porte la marque de la région de la Mitidja. Nous avons l'honneur de participer à ce salon dédié à la filière agrumicole. La wilaya d'Alger, qui compte une superficie de plus de 8000 hectares consacrée à cette culture, a participé à cet événement, qui est un espace de concertation où tous les acteurs de la filière peuvent échanger sur les nouveautés, qu'il s'agisse des nouvelles techniques aidant à l'amélioration de la production ou encore à la commercialisation. En tant que producteurs, nous réfléchissons sérieusement à développer l'exportation, surtout en prévision d'un important surplus de production. Nous nous organisons pour orienter le surplus de production vers l'industrie de transformation et l'exportation, tout en veillant à répondre aux normes internationales. On présente aujourd'hui quelques variétés, surtout qui sont en voie de disparition. Donc notre rôle, c'est la préservation de ce patrimoine
Et nous profitons de ce salon d'inciter, d'encourager les agriculteurs à diversifier la gamme variétale et de planter d'autres variétés. On est fiers aujourd'hui d'avoir participé au salon des agrumes à Blida. On offre aux agriculteurs des systèmes d'irrigation automatique et des dispositifs pour le contrôle de sol. Ces systèmes-là sont connectés à une plateforme où l'agriculteur ou bien l'exploitant il a la possibilité de consulter tous les paramètres de sa parcelle sur la plateforme. Il est également question de mettre davantage de terres en production, donner aux agriculteurs les moyens d'investir et de développer toute la filière agricole. Une ambition qui prend forme à travers une cérémonie de remise de contrats de concession aux agriculteurs de la wilaya de Blida. Un document clé qui leur ouvre l'accès au foncier agricole, leur permettant de concrétiser et de développer leurs projets. Ceci illustre le soutien et l'accompagnement apportés par les pouvoirs publics aux agriculteurs en application de la stratégie du président de la République dont l'objectif est d'atteindre l'autosuffisance dans toutes les productions agricoles. Ce contrat de concession nous offre de nombreux avantages. Il nous facilite les démarches administratives et même l'acquisition des engrais. La filière agrumicole enregistre un développement notable grâce au recours aux techniques modernes de culture et d'irrigation mettant en valeur un potentiel à développer. Direction à présent Tizi Ouzou, précisément au village de Eyet Amara où la saison de la cueillette des olives bat son plein. Une tradition familiale qui réunit jeunes et moins jeunes autour des oliviers, symbole du lien profond des habitants de la région avec la terre de leurs aïeux. Samia Bourour. La cueillette des olives en Kabylie est une tradition ancestrale vitale. C'est un moment de rassemblement familial et communautaire, symbolisant l'identité, le partage et la transmission du savoir-faire. Nessadia, la doyenne du village de Thel Amara, et malgré ses 95 ans, elle ne rate jamais ce moment de joie et de partage avec ses petits-enfants. Cette condamnée à mort pendant la Révolution s'attache à cet olivier comme elle s'attache à sa patrie. Ses mains racontent son combat et son amour pour son pays. Nous avons combattu pour la liberté de notre pays et ces oliviers peuvent en témoigner. Je m'attache à ma terre et mes racines et je continue à transmettre ce savoir-faire aux nouvelles générations. La preuve, mon petit-fils est là. J'attends cette période avec impatience. Elle appartient à une génération qui a beaucoup travaillé la terre et c'est avec joie qu'elle attendait cette période. Et pour obtenir une bonne huile, ça dépend de l'entretien des oliviers. Il faut travailler la terre. Tant que tu t'en occupes, la terre sera généreuse. Pas loin du village de Tel Amara et sur les hauteurs de la Kabylie, le son des meules retentit toujours. Comme dans cette huilerie à la commune d'Eit Issa Mimoun, à Tahanout plus précisément, la plus ancienne d'ailleurs dans cette région. Et c'est Akli, ce licencié en physique et chimie qui la gère. Elle appartenait déjà à son grand-père. Ici, on presse l'huile à l'aide de ces grands disques appelés fisnifines. On travaille avec l'eau de source, pas avec l'eau du robinet. On a des presses qui prennent 3 quintaux. Donc, un quintot il peut produire 14 litres. C'est une huilerie traditionnelle. Je tiens à ce qu'il reste traditionnel. La meilleure huile, c'est que au moins l'olive doit être mûre au moins à 50%. Au moins à 50% jusqu'à 75%. Au-delà de 75%, il va avoir un petit peu d'acidité. Ça veut dire que tous les composants de huile, ils sont là. Le charme d'une huilerie traditionnelle en Kabylie réside dans son authenticité, son histoire et l'ambiance conviviale, offrant une huile d'une qualité unique, fruit d'un savoir-faire ancestral, mêlant l'odeur forte des olives
le travail pénible mais honorifique des femmes et le murmure des pierres des anciens pressoirs, symbolisant la transmission et la force d'une culture ancrée dans la terre. Dans de nombreuses villes marocaines, les citoyens font face à une crise sociale sans précédent, conséquence du désintérêt et du mépris des autorités envers leurs revendications légitimes. Les réponses se limitent à des ajustements de façade et toute évolution reste compromise. Walid Benouis. Au Maroc, le mirage entretenu par le pouvoir se dissipe chaque jour un peu plus, mettant à nu son échec à mener des politiques sociales et économiques à la hauteur de l'image reluisante qu'il tente de véhiculer. Des villes entières sont marginalisées aux grandes dames d'une population qui ne se fait plus d'illusions. Nous sommes dans une situation misérable. L'eau s'infiltre dans nos maisons, nos affaires sont abîmées et nous sommes dehors dans la rue avec nos matelas. Personne ne s'est soucié de nous, personne ne s'est posé de questions. Cela fait 30 ans que nous vivons ici et personne ne s'est intéressé à notre sort. Nous adressons ce message aux responsables. Les gens sont abandonnés. Ils n'ont nulle part où dormir. Ils ont tout perdu. Dieu seul connaît leur souffrance. Si les responsables entraient réellement chez les habitants, Dieu seul sait ce qu'ils découvriraient. Nous n'avons pas d'autre recours que Dieu. Quand la rivière déborde, les insectes, les scorpions et les serpents envahissent nos maisons. Cela fait des années que nous endurons cette situation. Quand il a plu, l'eau a inondé les lieux sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Nous ne savons pas où aller. Face aux réalités du terrain, le Marzane ne brandit plus que des annonces creuses, des stratégies qui se contredisent et des décisions déconnectées de la réalité. Regardez dans quel état nous vivons. Regardez les prix du bois qui ne cessent d'augmenter et rien n'est fait pour y remédier. Nous allons mourir de froid et puis c'est tout. Notre situation est lamentable. Pas de travail, pas de moyens de subsistance, rien du tout. Nous sommes perdus. J'ai 7 filles et Dieu sait comment nous survivons. Une souffrance bien réelle que le Marzane semble déterminé à ignorer. Suite à l'expulsion mardi par les autorités d'occupation marocaine d'une mission espagnole d'observation des droits humains des territoires sahraouis occupés, la députée espagnole Noémie Santana Pereira a annoncé qu'elle déposera une plainte officielle contre l'occupant marocain. Elle a dénoncé cet acte comme une violation flagrante du droit international et des droits humains, soulignant que les autorités marocaines ont traité sa délégation avec force et mépris. Toujours à l'étranger, 100 jours après l'annonce du cessez-le-feu, la situation humanitaire à Gaza reste dramatique. À cela s'ajoutent les intempéries auxquelles les Gazaouis font face depuis le début de la saison hivernale. Pluies diluviennes, vents glaciaux et inondations transforment les camps de fortune en pièges mortels où des centaines de milliers de Palestiniens, déjà épuisés par des mois de guerre et de déplacements forcés, survivent tant bien que mal. Maïssa Lebouala. Ici, sur le littoral de Gaza, la famille Hamouda, qui a fui le nord de l'enclave, où sa maison a été entièrement détruite, a trouvé refuge dans une salle des fêtes, touchée par les bombardements, un abri de fortune qui leur a offert un semblant de sécurité. Mais la violence des vents a réduit à néant leurs espoirs. L'un des murs de la salle s'est effondré sur la tente qui les abritait, causant la mort de 4 membres de la famille.
Une tentative de survie qui s'est tragiquement muée en nouveau deuil. Il n'y a plus rien à faire pour la famille Hamouda. Certains membres de la famille étaient bloqués sous les décombres. Nous avons essayé de les dégager avec l'aide d'autres déplacés. Parmi les victimes, il y avait une jeune fille de 16 ans que nous avons tenté de sauver, mais nous n'avons rien pu faire pour elle. Non loin de là, les rafales ont arraché les tentes d'autres familles, les laissant à découvert. En quelques secondes, la toile s'est envolée, emportant les quelques objets. Enfants comme femmes se sont retrouvés sans abri. Une image triste qui se répète à chaque perturbation météorologique. Aujourd'hui, des milliers de familles déplacées vivent dans des abris de fortune, incapables de résister à des vents implacables qui balayent les derniers semblants de sécurité. Nous avons tout perdu, toutes nos provisions ont pris l'eau. Les vents forts et la baisse de température nous ont beaucoup affectés. Nous vivons dans des campements de fortune composés de vieilles tentes, comme vous pouvez le voir. Nous avons dû déplacer la tente d'un endroit à un autre. Le vent puissant l'a fait tomber. J'ai trouvé cet endroit pour nous réfugier de la pluie et des vents. La tragédie vécue par les familles déplacées dans ces camps ne cesse de s'aggraver jour après jour. Déjà incapables de les protéger du froid, les tentes ont fini par s'effondrer sous la force du vent, laissant leurs occupants entièrement sans abri. En France, les célébrations de la nouvelle année à Mazir se poursuivent. Une soirée artistique a été organisée par le consulat d'Algérie en l'honneur de notre communauté établie à Bobigny. Un moment de rassemblement marqué par un message du secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, mais aussi par une ambiance festive, un défilé de tenues traditionnelles et une exposition dédiée au patrimoine à Mazir. Afaf Belhouchet. À Bobigny, la communauté algérienne s'est rassemblée pour célébrer Yennaïr à l'initiative du consulat d'Algérie. Devant de nombreux invités, membres de la communauté, responsables associatifs et personnalités, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger a ouvert la soirée par un message vidéo axé sur l'importance du lien entre l'Algérie et sa diaspora, ainsi que sur la place centrale de la culture dans la préservation de l'identité nationale. الذي يعد الاحتفال بها مصدر فخر بالهوية العريقة للأمة الجزائرية وبموروثها الثقافي الأمازيغي الضارب في عمق التاريخ والجامع بين التنوع الحضاري والوحدة الوطنية، كما هي فرصة لاستشعار عمق الالتزام الوطني الثابت بترقية الثقافة واللغة الأمازيغية بكل متغيراتها اللسانية المتواجدة على المستوى الوطني. Un message qui s'inscrit dans la continuité de l'engagement des autorités en direction de la communauté nationale à l'étranger sous l'impulsion du président de la République et de la politique de valorisation des composantes culturelles de l'identité algérienne. Très rapidement, la séquence institutionnelle a laissé place au temps de célébration porté par des sonorités traditionnelles. La salle s'est animée au rythme des chants et des musiques du répertoire amazigh, installant une atmosphère chaleureuse et fédératrice. Temps fort de cette soirée, le défilé de tenues traditionnelles a proposé un panorama de la diversité culturelle algérienne, un moment destiné à mettre en lumière la richesse du patrimoine vestimentaire et l'héritage des différentes régions du pays. L'ambiance vraiment ashkit. Ça nous a permis de se réunir aujourd'hui avec la communauté algérienne. C'était une très belle soirée avec un défilé de mode qui réunit toute l'Algérie. Voilà, c'était une belle ambiance. Parmi les participants, de nombreux étudiants algériens établis en France, loin de leur famille, ils ont exprimé une émotion particulière à l'occasion de cette célébration, vécue comme un moment de partage et de proximité. Ça a été un honneur aujourd'hui d'avoir eu la chance d'assister à cette fête, à cette soirée organisée par le consul de Bobigny. Et c'était vraiment une excellente soirée qui représente énormément pour le peuple algérien. C'était super d'être entouré et d'être seulement entre Algériens pour célébrer une fête qui a une très grande importance dans notre patrimoine culturel. بليزير كيكون من المؤمن entre Algériens اليوم وان شاء الله تكون الجزائر موحده سلام غاك ويغني قلنداكي نسعدا يناير مرفوح ان شاء الله كل سكوسه كوني ديتاف بخير. La soirée s'est achevée autour d'une exposition consacrée à l'artisanat et au patrimoine algérien, bijoux traditionnels, tenues
montagnes anciennes, objets d'art et spécialités culinaires ont permis de mettre en valeur un héritage culturel vivant, transmis et préservé au sein de la communauté. Une célébration de Yenayer placée sous le signe de la transmission, du rassemblement et du lien durable entre l'Algérie et ses ressortissants à l'étranger. Et on revient chez nous à la découverte de la Kasbah de Béjaïa, récemment rouverte au public après une longue restauration. Le site, qui s'étend sur près de 2 hectares, est classé patrimoine national et abrite plusieurs bâtiments d'époque berbères et espagnols. Hicham Dao. Béjaïa est une ville où le savoir et la nature se rencontrent harmonieusement, faisant d'elle une destination incontournable pour les passionnés de culture et les amoureux de paysages authentiques. La Kasbah de Béjaïa est un site historique qui date de l'époque médiévale et connu pour son architecture impressionnante et son importance stratégique. Tout au long de son histoire, elle a été un point de rencontre entre différentes cultures, notamment arabes, berbères et européennes. La Kasbah de Béjaïa, à travers son histoire aussi, elle a connu plusieurs modifications architecturales. Donc l'arrivée des Espagnols en 1510, ils ont solidifié le mur est. Ils ont construit la maison à patio et le fort espagnol. Donc l'arrivée des Turcs, en 1555, ils ont remanié seulement la mosquée Ibn Khaldoun. Et l'arrivée des Français, ils ont construit la partie sud, excepté la muraille qui existait bien avant. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la muraille, quand ils ont construit la Kasbah, ils l'ont directement attachée à la muraille de l'époque hamadite, la partie ouest et la partie sud de la Kasbah. L'importance de la Kasbah de Béjaïa revient aussi à sa superficie qui dépasse les 2 hectares, mais surtout de sa proximité du port. Elle fut construite au milieu du XIIe siècle par le calife de la dynastie d'El-Mohad, Abdelmomen Ben Ali, vers 1154. À travers son histoire, cette Kasbah a connu le passage de plusieurs savants et érudits, comme le célèbre Ibn Khaldoun, considéré comme étant le père de la sociologie. Il occupait le poste d'El-Hajjab, qui est l'équivalent d'un ministre de l'État, en plus de son rôle d'enseignant en matière de jurisprudence. Ibn Khaldoun a effectué plusieurs séjours ici à Béjaïa, de 1352 à 1354. Et ça l'a aidé à parler de l'Omran, de l'urbanisme, et ça l'a vraiment aidé dans son livre de la Muqaddima sur l'urbanisme, sur la société. Béjaïa était un carrefour à l'époque médiévale où tous les savants, où tous les érudits passaient par là. Aujourd'hui, une visite de la Kasbah de Béjaïa demeure incontournable pour les touristes locaux et étrangers. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agences locales, on a beaucoup de touristes qui veulent découvrir le pays inconnu en Nord-Afrique. Et maintenant, on a beaucoup d'exemples des gens qui visitent Béjaïa, Alger, Constantine. J'ai adoré Béjaïa, sa nature est tout simplement magnifique et Cap Carbone a rendu l'expérience encore plus mémorable. J'ai également beaucoup apprécié ma visite de la ville, entre paysage, ambiance et authenticité. Je ne regrette pas du tout mon séjour ici. La réhabilitation des sites historiques ici à Béjaïa et le lancement de plusieurs projets de réaménagement ont permis à cette cité médiévale de reprendre sa vraie valeur dans la carte touristique nationale. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.